Bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, la saison du train de Charlevoix se poursuit cet automne. Le programme Biblioscope est maintenant disponible à la Malbaie et bientôt à Baie-Saint-Paul. Le Musée maritime de Charlevoix poursuit sa mission. Programmation des activités pour l'Halloween à Baie-Saint-Paul. Et enfin, l'ancienne école Jean 23 à Saint-Joseph-de-la-Rive à la recherche d'une nouvelle vocation. Bonne émission! Le train de Charlevoix continue de croître en popularité. Nous avons rencontré la directrice générale de Réseau Charlevoix et de Chemin de fer Charlevoix, Nancy Bellé. Voici l'entrevue. Nancy Bellé, bonjour. Bonjour, Elisabeth. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. D'abord, j'aimerais savoir comment s'est déroulée la saison pour Train Charlevoix cet été. Un beau succès, Elisabeth. On a commencé notre saison un petit peu dans une difficulté majeure avec un train qui a brisé pendant malheureusement plusieurs semaines. Mais force est de constater que la clientèle était présente et l'automne est magnifique. Présentement, on a élargi, on a agrandi la saison. Okay. Alors, le train roule encore jusqu'au 23 octobre. Okay. C'est avec beaucoup d'intérêt qu'on voit arriver les trois trains collés ensemble là, présentement ici à Baie-Saint-Paul. J'ai des excellents commentaires des commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et au niveau de la clientèle, là, cet été, ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était des gens plutôt locaux ou c'était des gens d'ailleurs dans le monde, mais peut-être aussi au Canada? On est dans un retour aux sources, je te dirais. Les 2 dernières années, au niveau de la pandémie, on était vraiment dans une clientèle très, très bon. On comprend la situation, là, très québécoise, en grand nombre. Alors, j'aurais tendance à dire que présentement, les statistiques nous indiquent un retour avec une année de référence qui est 2019. Okay. Donc, à peu près 80% québécois, je te dirais une quinzaine de pourcents canadiennes et le retour de nos Américains. On a des autobus, on a également les bateaux de croisière qui sont de retour, notre clientèle de Chinois également. Ça fait que de la très belle clientèle là, qui débarque à Baie-Saint-Paul. Au niveau des tarifs, on voit que ça varie quand même pas mal. Vous avez des tarifs pour les groupes également. Comment vous décidez ces tarifs-là, règle générale? C'est vraiment un benchmark de façon, au niveau du transport, de façon générale, entre le transport et l'activité également. Donc, bien entendu, on fait partie de plusieurs comités à travers le Québec. Et puis, on s'entend, on travaille très, très fort en collaboration, entre autres, avec AML, pour les nommer, au niveau des baleines. Donc, le train peut être, lorsqu'on le regarde comme une activité, on se benchmark vers ce genre d'activité-là, l'Aquarium de Québec. Alors, c'est de cette façon-là. Et bien entendu, lorsque tu parles de groupe, c'est de la tarification qui est entendue avec du volume. Donc, on part toujours d'un tarif régulier avec un type de rabais selon le volume que les gens nous amènent. Et la destination, elle est quand même variée, c'est-à-dire qu'on peut partir de Québec et se rendre jusqu'à la Malbaie. Est-ce que dans le futur, vous allez agrandir ça ou si c'est vraiment des arrêts que vous voulez garder puis ça marche très bien comme ça? C'est nos principaux arrêts, hein, bien entendu. On part du parc La Chute-Montmorency. On a un arrêt à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un lieu qu'on guette pour les prochaines années avec la revitalisation du secteur, le bateau qui donne un accès privilégié entre Sainte-Anne-de-Beaupré et la ville de Québec. Donc, c'est un endroit qu'on regarde. Ensuite, bien entendu, on a la portion Petite-Rivière-Saint-François avec le Club Med, qui est une clientèle qui commence à prendre le train. Baie-Saint-Paul et nos classiques, les éboulements, Saint-Irénée et la Malbaie. Ça fait que présentement, notre marché est vraiment concentré sur ces 7 pôles-là.
Tout à fait. Et parlons un peu du chemin de fer. Donc, il y a des pourparlers avec un comité à Saint-Joseph-de-la-Rive pour donc mettre une piste cyclable entre Baie-Saint-Paul, relier une piste cyclable entre Baie-Saint-Paul et Saint-Joseph-de-la-Rive. Quel est votre rôle là-dessus et où en êtes-vous rendu? Bien, écoutez, là, je vais mettre mon chapeau de direction générale au niveau de Chemin de fer Charlevoix. Vous le savez que la propriété de Chemin de fer Charlevoix, c'est un territoire privé qui est beaucoup plus grand que ce que vous connaissez comme territoire relié au train de Charlevoix. Donc, le territoire de Chemin de fer Charlevoix commence au passage à niveau de Destimoville, en plein milieu de Québec, et il va jusque dans la municipalité de Clermont. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on raconte, ce qu'on voit avec le train touristique. Oui. Pour ce qui est de la piste cyclable, c'est clair que tous ces projets-là, nous sommes en accord avec ces projets-là. On les appuie. Pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus au sujet de ce projet-là, s'il y a des études en cours. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que la position de Chemin de fer Charlevoix, on sera toujours en accord avec ce genre de projet-là. Parce que l'historique indique que lorsqu'il y a une piste cyclable qui longe un chemin de fer, ça augmente de façon vraiment exponentielle la sécurité. Alors, on trouve moins d'intrusions sur le chemin de fer et les gens utilisent la piste cyclable au lieu de la voie ferrée, qui, je vous rappelle, est illégale de se promener sur la voie ferrée. Et en terminant, Mme Bellé, on sait que le train, bon, pour l'instant, c'est très touristique. C'est vraiment un ajout, finalement, à l'attrait touristique dans Charlevoix. Au niveau du transport collectif, on sait que Mobilité collective a déployé sur le territoire de Charlevoix des autobus interurbains, transinterurbains. Qu'est-ce que vous pensez du transport collectif, mais au niveau du train de Charlevoix, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur? Bien, vous savez, c'est ma dada, là, le transport de façon générale. Pour ce qui est de Mobilité Charlevoix, j'en suis la présidente du conseil d'administration. Donc, j'y crois, ce projet-là. Je suis très, très, très contente de voir que l'équipe a déployé le réseau cet été. Bien entendu, on a des réajustements. Bien entendu, on va se replacer à travers les besoins. Il ne faut pas oublier nos clientèles cibles, etc. La position du train là-dedans, c'est que déjà en 2022, le train touristique a déjà pris la corporation comme un partenaire, un partenaire d'affaires. Oui, oui. Alors, présentement, à l'intérieur des forfaits que les clients achetaient, et quand je parle de forfait, c'était forfait vraiment avec des nuitées à partir des éboulements Saint-Irénée et la ville de la Malbaie, le client payait une passe pour avoir accès au transport de réseau, du réseau structurant. Et cette collaboration-là a été un franc succès. La clientèle était contente. Alors, ça nous amène encore plus à travailler en collaboration. De quelle forme cette collaboration-là va être là? Elle sera complémentaire. On est en train d'en discuter avec la Corpo, mais c'est clair que le train touristique, dans sa forme présentement, on a 3 trains, donc on tente de collaborer au niveau du transport collectif, qui sera toujours une option. Bien entendu, ça ne sera pas un transport dédié, mais bien entendu une option. Alors, c'est vers ça qu'on tend. À suivre, Mme Bellé. Oui, absolument. Très intéressant. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Le Club d'astronomie de Charlevoix poursuit son développement et propose le programme Biblioscope. Le président Hugues Lacombe nous explique. C'est un projet, c'est un partenariat entre le Club d'astronomie et les 2 principales bibliothèques de la région, Laure Conant à la Malbaie et René Richard à Baie-Saint-Paul ici. Cet automne, il sera possible de louer un petit télescope en famille et d'observer le ciel étoilé dans Charlevoix grâce au programme Biblioscope. C'est un programme qui existe depuis plusieurs années ailleurs au Québec, mais c'est tout nouveau dans Charlevoix et on a mis ça sur pied avec la participation active des 2 bibliothèques. Et chacune des 2 bibliothèques
a en sa possession 2 petits télescopes qu'elle peut prêter. Et le club a fourni un télescope à chacune des bibliothèques et les bibliothèques ont, de leur côté, acheté un autre télescope. Et donc, on espère que le programme va connaître du succès auprès des usagers des 2 bibliothèques. L'idée du club d'astronomie de Charlevoix est de poursuivre la vulgarisation scientifique auprès de la clientèle dans les bibliothèques. Alors, en tout, dans la région, pour l'instant, on a 4 petits télescopes qui sont disponibles. Et les télescopes, maintenant que le programme est lancé, les télescopes appartiennent aux bibliothèques. Et si le programme connaît beaucoup de succès, les bibliothèques pourront acheter des télescopes additionnels pour prêter aux usagers. Maintenant, j'aimerais souligner que le club d'astronomie demeure un partenaire actif du programme parce que c'est le club qui forme les préposés dans les bibliothèques et le club offre également aux usagers qui empruntent les télescopes un appui technique, si vous voulez. Alors, si une personne qui emprunte un télescope a un peu de difficulté à s'en servir ou la personne a de la difficulté à se retrouver dans le ciel, à trouver des repères, bien nous, on est là, on est disponible. Le projet de l'Observatoire astronomique du pavillon Saint-Laurent est actuellement en cours. Le club tient des soirées publiques d'observation depuis maintenant 3 ans à cet endroit-ci. Et on le fait de même maintenant à la Malbaie, au Parc des Braves. Mais lorsqu'il s'agit d'activités ici à Baie-Saint-Paul, on avait l'habitude de faire ça ici, à côté du pavillon Saint-Laurent. L'année prochaine, à cet endroit un peu décalé du pavillon, on aura un très bel observatoire astronomique. Alors, un observatoire avec un dôme d'un diamètre de 15 pieds et à l'intérieur duquel on va avoir 2 télescopes. Et donc, ça va servir durant tout l'été, en principe, pour les soirées publiques. Et quand l'observatoire ne servira pas pour les soirées publiques, les membres du club vont pouvoir s'en servir. Grâce à une campagne de financement qui a permis d'amasser 27 000 $ et au partenariat de la ville de Baie-Saint-Paul, le projet verra le jour au printemps 2023. Alors pour nous, ça remplit 2 fonctions, parce que le club a 2 fonctions. Servir ses membres, bien sûr, et donc avec l'observatoire, les membres vont pouvoir observer dans un gros télescope. Mais le club a également une vocation de vulgarisation scientifique auprès de la population. Et d'où l'importance pour nous du partenariat avec la ville et le service des loisirs pour nous permettre justement d'aller rejoindre la population de Charlevoix. Et l'été, on a aussi des touristes qui viennent nous voir, bien sûr. La prochaine conférence du Club d'astronomie aura lieu à Baie-Saint-Paul le 3 novembre et portera sur la planète Mars. Le Musée maritime de Charlevoix continue dans la lignée de la pérennité et de la protection des goélettes. Nous avons rencontré son nouveau directeur général, Benoît Berthiaume. L'ancien chantier maritime, situé à Saint-Joseph-de-la-Rive, reste ancré dans la mémoire des Charlevoisiens. Il y a un peu plus de 40 ans, le Musée maritime de Charlevoix prenait forme notamment grâce aux femmes des marins. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour des gens pour le fleuve, des gens de la région de Saint-Joseph-de-la-Rive. Donc le musée a été principalement aussi préparé et mis en place par un groupe de femmes il y a de ça plus de 40 ans. Donc c'est l'histoire de ces femmes-là, leurs maris qui sont en mer. Puis donc ça a été le début il y a 40 ans, mais on parle quand même ici d'une histoire maritime qui date de plus de 200 ans. Donc, c'est une riche histoire d'amour parce qu'on a beaucoup d'amis du musée, on a des bénévoles, on a des chercheurs scientifiques sur le musée, mais on a un conseil d'administration qui se passionne par ça. Donc, moi, depuis que je suis arrivé ici en poste, j'ai vraiment réalisé que c'est un grand groupe de romantiques qui veulent perpétuer toute l'histoire du cabotage du Saint-Laurent et l'histoire du chantier, puis de tous ces navigateurs qui ont passé ici.
Plusieurs défis attendent le nouveau directeur général cette année, telle la prochaine saison estivale. On vient tout juste récemment de fermer le musée pour la saison. On se prépare pour la saison 2023. On est très content parce que l'achalandage a été aussi grand et aussi nombreux que l'année précédente, en pleine pandémie. Et ici, dans la région de Charlevoix, il y a eu peut-être une petite baisse, mais dans notre cas, on n'a senti aucune baisse. Donc, on parle d'une année record là, pour le musée maritime. Et bien évidemment, les dossiers prioritaires, c'est la protection des goélettes. La pérennité et la protection des goélettes sont au cœur des priorités. Nous, les goélettes, c'est le cœur du musée, notamment. Et on a, avec les gouvernements, des goélettes à protéger sur plusieurs années. Donc, on a mis en place un projet de créer des abris pour protéger les goélettes. Donc, des grandes structures. Il y en a une présentement au fond ici du musée qui protège l'une de celles-là. Et puis après ça, on va construire 2 autres abris pour protéger la Marie Clarisse et l'agent Yvan, là, qui sont les 2 dernières goélettes. Donc il reste 3 goélettes d'époque ici sur le site. Parmi les nouveautés, un documentaire sur les derniers capitaines de Saint-Joseph-de-la-Rive verra le jour afin de valoriser et de se rappeler le métier de marin. On a déjà mis en place un groupe pour faire un documentaire sur les 15 capitaines qui restent ici même à Saint-Joseph-de-la-Rive. Il y a 15 capitaines toujours vivants qui ont navigué sur le Saint-Laurent et on veut leur rendre hommage, on veut numériser tout ça puis garder ça en souvenir. Donc, il y a un documentaire qui va être monté sur les capitaines de Saint-Joseph-de-la-Rive. Une exposition d'œuvres d'art viendra également s'ajouter à l'offre maritime du musée. Nous prévoyons une exposition d'art contemporain avec une exposition qui va être présentée sur le thème du fleuve à Montréal pour les prochains mois, qui est basée sur l'histoire du fleuve et qui est avec le curateur Anaïs Baribeau. Donc une exposition d'œuvres d'art sur le thème du fleuve qui va être présentée à partir du mois de juin l'an prochain ici, donc en 2023, une exposition donc d'une 36 œuvres d'art sur la thématique du fleuve. Et on a cette exposition donc documentaire et exposition sur la Marie Clarisse pour son anniversaire, avec une espèce de ligne du temps. Et puis également cette exposition-là, également qui va être nouvelle l'an prochain sur l'histoire des capitaines qui ont façonné l'histoire du musée maritime. Le 31 octobre prochain, ce sera la fête des petits monstres, mais avant, il y aura plusieurs activités d'offertes. Nous en avons discuté avec Pascale Pelletier, animatrice en loisirs et culture à la ville de Baie-Saint-Paul. Pascale Pelletier, bonjour. Oui, bonjour Elisabeth. C'est le mois de l'Halloween. Tout à fait. Il y aura des activités à Baie-Saint-Paul, des activités gratuites. Est-ce que c'est une nouveauté? Ben oui et non. À chaque année, on essaie de faire un petit quelque chose, mais mettons que cette année, on avait peut-être plus d'idées. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien, premièrement, la première activité, c'est vraiment la semaine prochaine. On commence de bonne heure. Oui, hein? oui. On a une heure du conte à la bibliothèque René Richard avec Mme Diane Amiotte, bien sûr, le 21 octobre à 18h30. Donc, c'est un vendredi. Vous connaissez Mme Amiotte, elle va avoir ses costumes. Évidemment. Les enfants adorent ça, ça devrait être vraiment une belle activité, là. Donc ça, c'est la bibliothèque qui l'organise. Après ça, notre gang de l'aménagement paysager de la ville de Baie-Saint-Paul, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais entre la place du citoyen puis l'hôtel de ville, ils ont vraiment mis des décorations cette année, là. Ça vaut la peine d'aller voir, là. Je l'ai comme appelé la place de l'épouvante, mais ça a un beau quelque chose d'un peu morbide comme l'Halloween, là. C'est vraiment un superbe travail qu'ils ont fait, donc c'est sûr, on invite les citoyens à y aller. Ça va être là jusqu'au 31, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais c'est déjà prêt, OK. Donc les gens peuvent y aller maintenant. Après ça, la prochaine activité, ça se fait au Carrefour culturel Paul Médéric. À l'intérieur. À l'intérieur. Donc ça, c'est le samedi 29 octobre.
À partir de 9h30 le matin, l'artiste Sébastien Lafleur va être là avec moi pour faire un atelier de bricolage avec les enfants, mais électronique. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce qui veut dire que là, il nous fallait une matière qui était conductrice d'électricité. Fait qu'on a choisi de le faire en glaise. Donc, les enfants vont modeler des monstres. Ils vont les décorer. Hein, j'ai acheté toutes sortes de choses là, pour les rendre encore plus lugubres, ces monstres. Et ils vont enregistrer leur voix. Oh, wow! Bien, leur voix, le cri du monstre. Ah oui, chacun aura son cri. Et pendant que Sébastien va faire le montage pour les mettre dans une espèce de décor et va enregistrer les cris avec chacun des monstres, il va y avoir une activité en haut d'1 heure avec Educazou qui vont amener des animaux effrayants. Donc, durant 1 heure, les enfants vont avoir la chance de toucher, de découvrir des rats, des araignées. Des tarentules, peut-être? Des tarentules, oui, c'est ça. Ben, probablement toutes sortes de bibites qui font très peur. On verra si les enfants auront le courage de les prendre dans leurs mains. Moi, c'est sûr que non. Donc, ensuite, les enfants vont être invités à redescendre rapidement en bas, voir qu'est-ce que Sébastien a fait de tout ça et faire crier leurs monstres là, en leur touchant et tout. Donc, ça devrait être super le fun. C'est l'avant-midi. Donc, on parle de 9h30 à 11h30 à peu près. L'après-midi, on évoque de quoi de plus simple. On refait l'activité d'Educazou que je vous ai dit sur les animaux effrayants. Donc, de 1 heure à 2 heures. Là, c'est sur inscription, par contre, parce que les places sont limitées là, pour les 2 activités. J'imagine. Hein? Si on veut que chaque enfant puisse toucher aux animaux, si on veut, on n'a pas le choix de limiter. Donc, on parle de combien d'enfants environ? On parle d'environ 20 à 25 enfants pour chacune des activités. Puis, sur le site de Sport Plus, là, les parents peuvent inscrire leurs enfants tout de suite. Il n'y a pas de problème. Et puis, les parents sont invités à rester avec leurs enfants s'ils veulent. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent nous les débarquer, on va en prendre soin. Mais s'ils ont envie de participer avec l'enfant, il n'y en a pas de problème. C'est gratuit, puis ça devrait être... Un beau moment. Ben oui, c'est ça, ça devrait être bien, bien le fun. Là. Puis ensuite, je crois qu'il y a le 30 octobre. Une belle journée là, en perspective. Ben oui, le lendemain, le 30 octobre, dans le fond, on fait l'inauguration du nouveau parc du quartier là, de l'usine, là, au coin entre l'usine et l'Ermitage, là, ou le Graphicor, pour les gens qui ont besoin de... Le parc de la rue de l'usine. Exactement, qui ont besoin de se situer. Donc, tant qu'à faire l'inauguration, on en fait une fête d'Halloween aussi. Donc, c'est sûr, on va commencer à 9 h le matin avec la coupe du ruban officielle. L'inauguration sera faite. Ensuite, il reste à s'amuser. Oui. Donc, à 9h30, il y aura une autre heure du conte avec Mme Amillotte. À 10 h, il va y avoir des jeux là, pour les enfants, un concours de décoration des maisons les mieux décorées, les plus décorées. C'est ça, des décorations de citrouilles, toutes sortes de choses pour les enfants. À 11h30, il va y avoir un petit souper, un petit dîner hot dog. C'est le midi. Oui, c'est ça. Puis, juste après, là, il va y avoir gâteaux, friandises et encore animation là, pour les enfants. Puis, j'imagine que le 30, les enfants auront le droit d'être costumés. Bien, on le conseille, on l'espère. Ça serait vraiment bien que les enfants soient costumés. Et pourquoi pas leurs parents aussi. Oui, on les invite également. Oui, donc ça devrait être une belle fête le 30. Puis c'est sûr, bien le 31, le lundi, bien, après les classes, les enfants pourront aller là, de maison en maison. Le système, je veux dire, notre département de sécurité va s'assurer que tous les quartiers sont bien sécuritaires pour les enfants. Peut-être penser à mettre un peu des couleurs voyantes vu qu'il va faire noir aux enfants, mais c'est à peu près tout. En cas de pluie, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a certaines activités qui vont être déplacées ou qu'est-ce qu'on fait s'il pleut? Aucune idée. C'est sûr que pour l'heure du compte de la bibliothèque, il n'y a pas de problème. Les activités au Carrefour culturel, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de l'inauguration du parc et de la rue de l'Usine, c'est sûr que si on voyait qu'il ne fait vraiment pas assez beau, on marquerait là, sur le site Internet de la ville là, que l'événement est soit reporté ou annulé vu la température. Un peu la même chose pour le 31 octobre. Habituellement, quand il y a juste un petit crachin, les enfants le font quand même, mais si c'est le déluge, peut-être qu'on pourra conseiller que ce soit remis au lendemain. Peut-être. Pascal Péty, allez-vous passer l'Halloween?
Non, mais je vais beaucoup profiter des activités d'Halloween. Je serai très présente. Donc, à suivre. Oui! On va vous chercher avec un chapeau de sorcière? C'est possible. OK. Ouais, peut-être une araignée géante. Ah, d'accord. Merci beaucoup. À la prochaine. Ça fait plaisir. Merci, Elisabeth. Connaissez-vous l'ancienne école Jean 23 située à Saint-Joseph-de-la-Rive? Le comité touristique Cratère et Marée s'interroge sur la mise en valeur du secteur de la Rive. Voici le reportage. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est éventuellement développer une place publique dans laquelle la communauté va se reconnaître et elle va prendre part à cette place publique-là. Le 22 octobre prochain, les citoyens et citoyennes de Saint-Joseph-de-la-Rive sont invités à venir passer la journée dans le secteur de l'ancienne école Jean 23. La journée ouvre à 13 h avec une séance de yoga à l'intérieur. Puis après ça, à 14 h, il va y avoir différentes activités à l'extérieur. Il va y avoir un micro-marché des artisans, il va y avoir une petite buvette temporaire, il va y avoir un kiosque-restaurant aussi temporaire. On va avoir un spectacle de musique en fin de journée. Et puis nous, à 14h30, on va faire une présentation de la démarche. On va lancer un sondage. La démarche se veut ancrée dans la communauté locale, en partie grâce au sondage qui sera déployé jusqu'au 5 novembre prochain. C'est vraiment via un sondage qui va être disponible en version papier sur place et en ligne que les gens vont pouvoir vraiment nous indiquer qu'est-ce qu'ils aimeraient voir sur place. Puis on va avoir une table à dessin qui va être montée avec des plans du site sur lesquels les gens vont pouvoir venir dessiner qu'est-ce qu'ils aimeraient voir vraiment là. L'idée vient de la municipalité des Éboulements. La municipalité des Éboulements a un projet d'aménager un premier accès au fleuve ici, sur le site de l'édifice de la petite école. Donc, ils ont eu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour enlever les plantes envahissantes puis aménager l'accès au fleuve. Donc, nous, en tant que comité touristique, on s'est dit, c'est le premier emplacement public qui donne accès au fleuve, là, vraiment dit public à Saint-Joseph-de-la-Rive. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour venir bonifier ça, pour venir le faire rayonner d'autant plus? Et puis, c'est de là qu'est partie l'idée de le co-construire avec la communauté. Le souhait du comité touristique Cratère et Marée, c'est que le projet reflète les aspirations des gens et des organismes communautaires. Nos attentes, c'est que les gens nous disent vraiment qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Puis nous, par la suite, bien, on a une démarche avec différents partenaires. On va s'asseoir autour d'une table pour développer la vision de ce site-là. Et puis, pour alimenter la vision, bien, il nous faut la réponse des gens. Puis par la suite, bien, avec ce comité-là qui va être constitué de partenaires de la municipalité, bien, on va développer la vision, mais on va aussi développer quelles ressources ça va prendre pour rendre ce projet-là périn, quelles seront ses sources de financement, quelle sera sa structure de gestion pour vraiment pérenniser là, un projet de place publique collectif. Les gens sont invités à participer en grand nombre le 22 octobre prochain et de répondre au sondage avant le 5 novembre. C'est tout pour ce bulletin. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.